Bonne année à toutes et à tous, cette vidéo est la première de 2018, et donc en bonne résolution pour 2018, je me suis dit que j'allais faire que des vidéos super originales. Donc je commence avec un bilan 2017, comme à peu près tous les youtubeurs font. Voilà. Mais d'un autre côté, pour moi c'est original parce que c'est le premier bilan, la chaîne a 2 ans d'existence, et j'avais un peu sauté celui de 2016 parce que j'avais pas grand chose à dire, tandis que la 2017 a été une année super riche pour moi, déjà en gains d'abonnés, non mais surtout, ça a été une année très intéressante en termes d'échanges, en termes de découverte aussi de ma part de plein de bouquins, de genres, aussi de plein de chaînes YouTube, Booktube, plein de gens, donc ça a été très enrichissant comme année. Pour ça, je vous remercie toutes et tous. Et on va attaquer ce bilan avec d'abord les tops et les flops des bouquins. Encore une idée super originale. Et ensuite, on verra un peu quelques chaînes que je vous ferai découvrir. Si jamais vous ne les connaissez pas comme ça, vous aurez l'occasion de commencer 2018 sous les meilleurs auspices. Et enfin, on va parler donc de ma chaîne Booktube, des vidéos à venir, et puis je pense qu'on aura terminé le bilan. Donc si vous avez une demi-heure, 40 minutes devant vous, c'est parfait. Allez, les tops et les flops. Donc comme d'habitude, vu que je suis d'une grande nature optimiste, c'est faux, on va commencer par le meilleur du meilleur, et puis on va finir par le pire du pire. Voilà. On attaque tout de suite avec Comme par magie d'Elizabeth Gilbert. Alors Elizabeth Gilbert est une autrice relativement connue, surtout depuis son best-seller Manche Prix M. Mais ce bouquin, Comme par magie, est un peu moins connu, quand bien même la toile en parle pas mal. Et si je commence par ce bouquin dans les tops, c'est pour une bonne raison, c'est qu'il a été très salutaire, en tout cas sa lecture a été très salutaire pour moi. Je ne sais pas si vous suivez les vidéos que je fais sur l'écriture, la dernière en date parle du writer's block, donc du blocage créatif, blocage que j'ai rencontré et duquel j'ai eu toutes les difficultés du monde à m'extraire. Eh bien, la lecture de ce bouquin m'a relativement aidé là-dedans, donc c'est pour ça que non seulement j'ai apprécié sa lecture, mais en plus, il m'a filé un sacré coup de main, donc ça c'est cool. Alors de quoi ça parle Comme par magie? Comme par magie pourrait être rangé du côté des essais pour l'écriture, mélangé avec un peu de biographie. En fait, c'est un bouquin parcours d'auteur, c'est Elizabeth Gilbert qui nous parle de son parcours d'auteur, mais qui essaye toujours d'en tirer des leçons qu'elle tente de partager avec le lecteur. Il est du coup assez proche de Écriture, mémoire d'un métier de Stephen King, dont on a déjà parlé à de nombreuses reprises. Mais contrairement à Écriture, mémoire d'un métier qui va beaucoup plus traiter de l'acte même d'écrire, le bouquin d'Elizabeth Gilbert va s'appesantir sur l'état d'esprit de l'aspirant écrivain, toutes les étapes de vie qu'il va traverser, donc les petits moments de dépression, les petits moments de doute, le fait de se lancer dans l'écriture. En fait, on est presque sur une séance de psychanalyse. Non, pas vraiment. Si je devais vraiment résumer le bouquin, ce serait un peu Elizabeth Gilbert qui te voit un peu déprimé dans ton coin, qui se pose à côté de toi et puis qui te dit « Bon allez viens, on va boire un thé ou un Jack Daniels, ce que tu préfères, et puis on va parler tous les deux tranquillement d'écriture. » Je vais te parler un peu de moi, je vais te parler un peu des autres, je vais te parler beaucoup d'écriture, de la générosité de l'écriture, mais aussi de la légèreté d'écriture. Générosité parce qu'il y a peu d'actes comme l'écriture où on donne autant de sa personne, et légèreté dans le sens où on n'est pas sous les bombes, on pratique pas non plus une chirurgie à cœur ouvert, enfin pas littéralement, donc on respire et on se détend, hein, y a rien de grave. On fait juste que s'amuser avec la grande imagination du monde, quoi. En force de ce bouquin, je commence directement par le style d'Elizabeth Gilbert, qui est super fluide, super coulant, en plus un peu bourré d'humour et de traits d'esprit, donc ça c'est cool. En plus, on est vraiment sur une construction un peu en anecdote, c'est-à-dire qu'elle va d'abord partir de son parcours, pour ensuite tendre des analogies avec ce que vous, ou moi, j'aurais pu traverser en tant qu'aspirant écrivain. Et ensuite, en deuxième force, c'est l'un des rares bouquins qui n'est pas moralisateur. Voilà, il n'est pas du tout moralisateur, et il te fait aussi envisager l'abandon comme quelque chose de pas grave. C'est-à-dire que beaucoup d'auteurs vont vous dire « Oui, allez, faut persévérer, c'est dur, mais il y en a peu qui vont vous dire « Hey, gars, meuf, faut aussi, des fois, abandonner, souffler, l'abandon ça fait aussi partie du projet, des fois on trouve qu'on en a une idée géniale et qu'en fait le truc devient source de souffrance, donc on laisse tomber, puis on passe à d'autres choses, etc. Hein, l'abandon, le refus aussi d'éditeurs, etc., tout ça fait partie du jeu, et passer outre ça, c'est aussi encaisser le refus ou gérer l'abandon avec philosophie. En ça, vraiment, Elizabeth Gilbert, son bouquin m'a marqué et fait partie du top 2017 pour cette raison.
Alors vu le deuxième bouquin dont on va parler, vous allez vite vous rendre compte qu'il n'y a aucun lien thématique entre tous, hein, parce qu'on va parler maintenant d'un mangaka qui s'appelle Junji Ito et de son bouquin, enfin de son manga, Uzumaki. Alors c'est pas tellement un aspect de ma personne dont j'ai beaucoup parlé sur la chaîne, mais je suis fan de tout ce qui est gore, horrifique, inquiétant, bizarre, et Junji Ito, je pense que en même temps, je sais pas de quel côté, je pense qu'en même temps je vais passer des petites images tirées de sa bibliographie en quelque sorte, pour que vous puissiez vous imprégner du style. Franchement, en tant que grand fan de Lovecraft par exemple, je me suis demandé comment j'ai fait pour passer à côté de Junji Ito pendant autant de temps, parce qu'il commence à traîner ses guêtres le gars. Uzumaki parle d'un village qui a été maudit par un phénomène très particulier qu'on pourrait résumer ainsi, la spirale. Tout le village, d'abord ses habitants, commencent à être obsédés par l'idée de la spirale. Donc plus l'histoire avance, et plus ce phénomène de la spirale va d'abord toucher les individus, et puis peu à peu tout le monde, et puis peu à peu même les corps, aussi le paysage, la spirale va vraiment contaminer tout, jusqu'au point culminant, la chute, que je vous révélerai pas. Donc je colle ce bouquin dans les tops, pas uniquement pour ses qualités de dessin, mais aussi pour sa structure qui est vraiment très intéressante, qui est pas habituelle pour le coup, parce qu'on est sur des formes de micro-épisodes qui ont tous chacun une conclusion, enfin les chapitres en fait ont chacun une conclusion, mais ils s'ancrent quand même dans une grande histoire générale. Donc voilà, c'est une sorte de fil rouge qui conduit vers une fin complètement apocalyptique et géniale. Cette manière de raconter, je l'ignorais complètement, tout comme j'ignorais tout de la bibliographie de Junji Ito, et je vous dis que je vais clairement m'y coller. Il y a un côté horreur à la fois cosmique, donc très Lovecraftienne, c'est-à-dire un phénomène qui nous dépasse complètement, qui nous écrase. La seule lutte possible, en fait, c'est justement la fuite. Mais c'est pas que l'horreur cosmique aussi, c'est un peu l'horreur du voisin, celle que j'appelle l'horreur du voisin, c'est un peu l'horreur familière, donc là ça serait une horreur plus à la King pour le coup, mais aussi un peu à la Cronenberg justement, tout ce qui est déformation des corps, inspirer le dégoût, la terreur, ce genre de sentiment, voilà. C'est un peu comme si vous veniez de vous installer dans une maison et qu'en vis-à-vis sur la fenêtre en face, il y a un type immobile tous les soirs qui vous regarde, vous savez pas pourquoi, et puis au fur et à mesure des jours qui s'écoulent, vous commencez à plisser les yeux pour essayer de voir un peu à quoi il ressemble, vous apercevez que la mâchoire est curieuse, est-ce que c'est de la lumière, on n'en sait rien ou pas, que ses orbites aussi n'ont pas une forme normale. Voilà, donc ça c'est un peu, c'est l'horreur du, voilà, l'horreur du quotidien, les choses terrifiantes qui peuvent surgir au coin de la rue, ça... J'adore, je trouve que ça a un potentiel évocateur monstrueux, et surtout, Junji Ito ne s'arrête pas uniquement à l'horreur pour l'horreur ou le gore pour le gore, derrière je soupçonne quand même un propos relativement engagé sur tout ce qui est société de consommation, modernité. On peut voir un peu la spirale comme ça, hein, comme une sorte de névrose des sociétés modernes qui tombe sur un village qui était pourtant avant un peu reculé, avec tout, donc tout ce qui est économique, la peur de manquer d'argent, tout ce qui est aussi besoin de reconnaissance, de briller par exemple dans son collège, dans son lycée, pour une nana par exemple dans l'histoire. Donc voilà, il y a plein de messages, plein de propos qui sont relativement bien amenés, qui sont plutôt subtils, hein, qui sont pas balancés paf dans la tronche. Voilà. Après, il y a une faiblesse, c'est l'aspect un peu grand guignolesque au bout d'un moment, quoi. C'est tellement bizarre, c'est tellement tordu, c'est de l'horreur qu'on a tellement peu l'habitude de voir qu'à certains moments, la suspension d'incrédulité, elle se fissure, elle casse. À certains moments, je me disais, par exemple, par rapport au personnage principal, je sais plus comment elle s'appelle, pourquoi tu restes dans cette putain de ville? Tu vois qu'ils sont tous pétés, tu vois qu'il se passe des choses atroces. T'as 17 ans et t'en es à ton 50e cadavre que tu vois, fais quelque chose. Va-t'en, déménage. Y a la Vendée, par exemple. Bon, le prochain, j'hésite à le mettre dans le top, parce que pour moi, il fait partie des plaisirs un peu coupables. C'est-à-dire que, en lisant Mage de guerre de Stéphane Arienne, ne vous attendez pas à un roman fantasy hyper riche en termes de propos ou en termes de world building ou tout ce que vous voulez. Attendez-vous simplement à de la baston bien faite, un système de magie super étudié et surtout un twist de milieu de bouquin qui est vachement bien.
Donc je vais pas en parler longtemps, juste je vous conseille Mage de guerre de Stéphane Arienne en tant que bonne lecture de plaisir. Ça fait longtemps d'ailleurs, enfin au moment où je l'ai lu, ça faisait longtemps que j'étais pas tombé sur un roman aussi facile, aussi tourne-page, voilà, aussi prenant, on se colle dedans, on avale le bouquin, voilà, donc par contre, hein, c'est de la dark fantasy, ça saigne pas mal, enfin c'est pas vraiment de la dark fantasy, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... hormis peut-être un peu pour l'histoire, pour la storyline, pour ceux qui l'ont lu, de la princesse qui utilise des espions, donc toutes les histoires des espions sont un peu équivoques en matière d'éthique, quoi, c'est un peu limite, mais tout le reste n'a pas d'ambiguïté morale. Et pour moi, la Dark Fantasy, ce qui la caractérise, c'est avant tout l'ambiguïté morale des personnages. Tandis que là, on est presque sur de la high fantasy sanglante, alors il y en a qui parlent de grimdark, il me semble, mais en tout cas, ouais, on est quand même sur quelque chose d'assez sanglant, d'assez violent, de militaire aussi, très militaire, et avec un système de magie super, des combats de mages super visuels. C'est le genre de bouquin que je ne serais pas étonné de voir adapté en blockbuster un jour, quoi, ou en série, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a du potentiel visuel avec ce bouquin, et il y a une plume qui est à l'anglo-saxonne, très simple, sans enfantillage dans tous les sens, sans ornement, on y va, on rentre dedans, on taille, ça bourre, c'est génial, c'est top. Allez, dans les mentions honorables, vite fait, les bouquins qui ont échappé de peu au top. Je parlerai du Puits des mémoires de Gabriel Katz. J'avais déjà parlé dans des booktubes de l'épisode 1, enfin du tome 1 et du tome 2. La seule raison pour laquelle il ne figure pas dans le top, pour moi, c'est justement la fin, le tome 3, qui est un peu plus bordélique, et dont la fin, hélas, fin d'une saga, c'est toujours chiant, n'a pas été, à mon goût, à la hauteur du voyage, quoi. On est vraiment sur des twists de fin, oui, qui sont, ouais. Alors attention, cette fin n'empêche en rien le fait qu'on passe un super bon moment dans cette trilogie, donc voilà, c'est pas parce que je vous dis que la fin est un peu en dessous qu'il faut complètement laisser tomber la lecture du Puits des Mémoires, parce que le tome 1 est vraiment sympa avec ce petit côté course-poursuite, avec ces trois gars là qui essayent de se souvenir, le tome 2 avec le monde qui s'ouvre un peu, où on comprend un peu plus les tenants et aboutissants des royaumes, est vachement intéressant, et le tome 3 contient aussi de bons moments quand même d'action, et de bons moments de twist, etc. Il y a juste cette fin qui est un peu en deçà. Et enfin, le top du top des bouquins de 2017 pour moi, la révélation, dont j'ai déjà parlé en fait 2 fois, donc je vais en parler une 3e fois, c'est Anamnèse de Lady Star. Pour ça, je vous invite à vous rendre donc sur le Liron Palière numéro 6, qui parle donc de mes coups de cœur SF, des bouquins qui m'ont changé, parce que la lecture d'Anamnèse de Lady Star a été vraiment intéressante, un super roman de SF. D'ailleurs, j'en profite pour dire, ça m'emmerde qu'on ait d'aussi bons romanciers SF francophones, parce que les Claude Sœurs sont suisses, et qu'on n'ait pas d'adaptation en France, je sais pas, en cinéma ou en série, qui suivent, quoi, au niveau, voilà, cinéma de genre, ou en tout cas, voilà, SF, série télé SF. Putain, quand on voit la qualité de ce genre de bouquin, on peut se dire qu'on a matière à, quoi. On a des écrivains suffisamment doués pour pondre des scripts qui déchirent, quoi. Bon bref, je m'emballe, je m'égare. Donc on attaque les moments où je suis un peu moins sympa, c'est-à-dire les mets et les flops. Alors le seul mais de 2017 qui mérite qu'on en parle, à mon goût, c'est Les Seigneurs de Bohème d'Estelfaye. C'est problématique parce que j'aurais aimé ce roman. Et d'ailleurs, à la fin, quand j'ai terminé ce roman, j'étais plutôt positif par rapport à ma lecture, mais plus je réfléchissais, et plus j'y trouvais des choses à redire, et plus en fait, je me rendais compte que non, il y a des trucs qui vont pas, quoi. Donc, Les Seigneurs de Bohème est un roman dark fantasy, on va revenir sur les guillemets, qui narre la chute de l'Empire de Bohème. Alors, c'est pas un spoil, hein, c'est marqué sur la 4ème de couve, on sait qu'à la fin, l'Empire se casse la gueule. On va suivre donc plusieurs personnages, plusieurs intrigues croisées, avec des personnages qui vont du plutôt intéressant, plutôt prometteur. Je pense notamment à Sainte-Étoile, là, avec son monstre sur le front, qui a l'air vachement intéressant. Le seul problème, c'est que ce personnage, par exemple, comme tout le reste des éléments de l'intrigue, ne vont pas au bout de leurs promesses. C'est-à-dire que, voilà, l'histoire de Sainte-Étoile a l'air suffisamment intéressante jusqu'à ce qu'il tombe amoureux d'un chef d'une bande de mercenaires qui va pas donner grand-chose, en fait, à la fin, quoi. Enfin, en tout cas, l'arc narratif de ces deux gars ne vont pas donner des trucs intéressants. Ensuite, on a une petite boulangère qui va finir cheftaine de la rébellion
pendant une ellipse. On sait même pas comment elle fait pour pour occuper ce poste à responsabilité, pour devenir la voix dont tout le monde parle. C'est curieux, ça aurait quand même nécessité quelques développements. En fait, je pense que le bouquin a été pas mal cuté, a été pas mal condensé donc pour loger en un seul tome, et on loupe plein de choses comme ça. On a un personnage, une cheftaine de contrebandier qui meurt en quelques minutes à peine, enfin en tout cas en quelques lignes à peine, voilà, en un tweet c'est réglé, on n'en parle plus, alors que bon, c'était un personnage intéressant. Il est très mal balancé ce bouquin, parce que plutôt que de se focaliser sur une intrigue qui avait l'air hyper complexe, en tout cas qui promettait d'être hyper complexe, on s'intéresse aux histoires de cœur des personnages. Donc en fait, on tombe dans de la romance, qui est intéressante, hein. Enfin les personnages, leurs errances sentimentales sont plutôt intéressantes, plutôt bien campées même, tout le monde a le cœur qui bat dans ce bouquin, mais par contre, oui c'est très bien, mais faut pas non plus que tu me prives moi de l'intrigue, moi voilà, je lis l'histoire de la chute de l'Empire, c'est pas pour qu'on s'attarde sur des trucs qui ont l'air plutôt triviaux, et que tu me sacrifies des pans complets d'intrigue, quoi. Et ensuite, par rapport aux guillemets Dark Fantasy, c'est que je n'ai pas trouvé l'ambiguïté, justement, morale qui caractérise la Dark Fantasy. J'ai trouvé qu'en fait, c'était simplement un roman de fantasy un peu ambitieux, auquel on aurait greffé le côté dark un peu au dernier moment, quoi, dans des petites descriptions, dans des petits moments un peu glauques, mais non, on n'est pas vraiment dans la Dark Fantasy, là, il n'y a pas d'ambiguïté morale, hein. On va dire même que les gens triomphent à la fin de l'Empire, qui apparemment était pourri, donc très bien, voilà, c'est réglé, quoi. Je dirais juste que c'est maladroit, et la seule chose qui m'a fait terminer ce roman, en fait, c'est le style d'Estelfaï. Voilà, le style d'Estelfaï est super. Au niveau description, ça marche très bien. Au niveau scène d'action, c'est super lisible. Même si on n'a pas beaucoup, ça marche quand même super bien. Donc, en fait, elle m'a bien emmené, quoi. Mais elle m'a emmené nulle part. Et enfin, le prix du flop de l'année est décerné à... Les fiancés de l'hiver, le premier tome de la passe miroir de Christelle Dabos. Au fond, c'est l'histoire d'un roman qui a pas de bol, parce que si la scène booktube, blog, presse n'en avait pas autant parlé, on n'avait pas fait un roman génialissime, le Harry Potter français, peut-être que je l'aurais reçu de manière plus clémente, quoi. Sauf que là, en fait, c'est pas un mauvais bouquin, comme je l'ai dit d'ailleurs dans la critique, Lire ou ne pas lire numéro 7, c'est un bouquin dont l'univers est super intéressant, super riche, mais dont l'intrigue n'est pas à la hauteur, et surtout dont le personnage principal d'Ophélie est tellement passif qu'on en vient à se demander si on lit pas une énorme scène d'intro. Après, d'autres critiques ont dit que le tome 2 est bien meilleur, et ces mêmes critiques, hélas, ont dit que le tome 3 retombe dans les travers du tome 1. Je ne me suis pas spoilé pour l'instant, je garde encore en tête le fait de lire le tome 2, mais je dois vous avouer que oui, Les fiancés de l'hiver mérite, pour ma part en tout cas, son titre de flop de l'année, parce que tellement de hype, trop de hype, et puis finalement tu finis le bouquin, tu fais... Hein. Donc voilà pour ce petit top et flop de 2017. Comme vous pouvez le voir, beaucoup plus de top que de flop, parce que 2017 a été une super année en matière de bouquins. Enfin, c'est pas des bouquins de 2017, hein, c'est des bouquins que j'ai lus en 2017, ça n'a rien à voir. Donc en bref, moi, j'ai passé une très très bonne année, quoi. J'espère que 2018 se passera de la même manière, avec de super découvertes. Et pour l'instant, là, vu le bouquin que je suis en train de lire, ça commence déjà super bien. Maintenant, on va parler un peu de chaîne Booktube.